Mesdames, Messieurs les Présidents, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de remercier le comité organisateur de l'AMCAR pour ce magnifique congrès. Alors je vais un petit peu sortir du ventricule droit, mais je vais aller juste à côté puisqu'on va parler de la valve tricuspide. Alors, l'avènement des techniques percutanées dédiées au traitement de l'insuffisance tricuspidienne a considérablement ravivé l'intérêt pour cette valve, comme en témoigne l'augmentation quasi exponentielle du nombre d'entrées sur PubMed lorsqu'on introduit les termes insuffisance tricuspide. Et force est de constater qu'aujourd'hui, la valve tricuspide n'est plus la valve oubliée dont on pouvait à juste titre parler préalablement. Alors c'est une pathologie fréquente qui augmente avec l'âge et sans rentrer dans les chiffres, sachons qu'elle a à peu près la même prévalence que la sténose valvulaire aortique, donc c'est très fréquent et vous savez que son étiologie est essentiellement secondaire, sans rentrer dans les détails, et en particulier avec des pathologies du cœur gauche, des pathologies du cœur droit et comme on le sait de manière un peu plus récente avec une meilleure compréhension du rôle de l'insuffisance tricuspidienne atriale fonctionnelle. Alors, l'on sait aussi que cette pathologie est associée à un pronostic péjoratif dans un large spectre de maladies cardiovasculaires, et cela de manière indépendante de l'âge ou de la fonction ventriculaire droite, et même du caractère symptomatique. Et l'on peut voir par exemple dans cette étude qui a introduit tout type d'insuffisance tricuspidienne qu'à 1 an, plus d'un tiers des patients étaient décédés. Et lorsqu'on regarde le risque opératoire de ces patients porteurs et opérés d'une insuffisance tricuspidienne sévère, on peut voir ici sur les données de la STS, donc la Society of Thoracic Surgeons américaine, que de l'ordre de 10% des patients décèdent durant la période périopératoire, ce qui est certainement largement plus que toutes les autres monovalvulopathies et est lié, on le sait maintenant en tout cas, à l'âge, aux comorbidités et aux atteintes rénales et hépatiques qui témoignent d'un recours probablement tardif à la chirurgie. Et c'est bien évidemment dans ce contexte que se développent actuellement nombre de stratégies percutanées qui impliquent des systèmes d'annuloplastie, soit par suture, soit par anneau, des systèmes de coaptation comme le triclip dont on va parler dans un instant, et des remplacements valvulaires tricuspides en position orthotopique ou hétérotopique comme en position cave par exemple. Alors, bien sûr, il existe de très nombreux systèmes percutanés, mais je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le système le plus largement utilisé et probablement le plus avancé dans son développement reste encore le triclip. Et donc le triclip est un système qui, à l'instar du mitraclip, réalise une jonction entre 2 feuillets mitraux et par là espère obtenir un remodelage inverse de l'anneau tricuspide. Comme le feuillet tricuspidien qui est associé à la partie la plus fixe de l'anneau et le feuillet septal, l'on positionnera toujours le triclip sur ce feuillet tricuspidien septal, soit à côté et avec le feuillet tricuspidien antérieur, soit avec le feuillet tricuspidien postérieur, mais jamais on ne le positionnera entre le feuillet antérieur et le feuillet postérieur. Alors, sans rentrer dans des détails techniques, sachez qu'il y a 4 tailles de triclip. La taille de 17 mm ou de 22 mm pour la longueur, la taille de 4 et de 6 mm pour la largeur. Et peut-être que le seul chiffre qui me paraît important à ce stade de retenir, c'est que la longueur de feuillet mobile nécessaire pour l'implantation de ce système est de 9 mm pour le système de 17 et de 12 mm pour le système de 22. Si vous n'avez pas ces longueurs, vous ne pourrez pas implanter correctement un triclip parce que les grippers, donc les systèmes d'accrochage, ne pourront se positionner correctement. Alors, nous avons des études initiales qui sont assez favorables à l'utilisation du triclip et très brièvement, la première étude est l'étude Triluminate, étude prospective ouverte sur un petit collectif de patients, 85 patients assez âgés, 78 ans et avec un Euroscore qui approche les 9%, avec une efficacité de la réduction de la fuite tricuspide assez conséquente puisque plus de 70% des patients avaient à 1 an une insuffisance tricuspidienne modérée ou moins. Et on avait noté aussi dans cette étude une réduction de 40% des hospitalisations de ces patients. C'est la raison pour laquelle on a entrepris ensuite une étude randomisée, l'étude Triluminate pivotale, dont les résultats sont parus il y a quelques semaines dans le New England Journal of Medicine. Et il faut bien le reconnaître, cette étude est quelque peu décevante, puisque
En dépit du fait que le taux de succès de réduction de l'insuffisance tricuspide était tout à fait favorable, 87% à 1 an avaient une fuite d'un grade tout au plus modéré, et même si le critère primaire, le critère d'évaluation primaire, qui était un critère composite associant décès toute cause, chirurgie de la valve tricuspide, hospitalisation pour insuffisance cardiaque et qualité de vie, en fait, l'amélioration de ce critère n'était faite uniquement qu'au départ de la qualité de vie, dont on sait que par essence, c'est évidemment le critère le plus subjectif. Quoi qu'il en soit, comme c'était le cas avec l'étude MITRA-FR, on a encore de grands espoirs dans cette technique. Peut-être les patients étaient-ils trop âgés, peut-être les a-t-on pris trop tard dans l'évolution de leur maladie, puisque 47% avaient une fuite torrentielle, ou peut-être trop tôt d'ailleurs, 40% n'étaient qu'en classe 2, peut-être que la puissance de l'étude était insuffisante, de nombreux centres n'avaient pas une grande expérience dans le positionnement du triclip et ont commencé leur expérience en rentrant dans l'étude. Un an de follow-up, c'est peut-être trop court que pour détecter les hospitalisations précoces. Et enfin, cette étude a été réalisée pendant la pandémie Covid, ce qui fait que peut-être des patients n'ont pas été hospitalisés et ont été suivis en ambulatoire, justement en raison de cette pandémie Covid. Alors on attend évidemment avec beaucoup d'impatience les autres études randomisées actuellement en cours, dont l'étude TRI-FR qui est dirigée par Erwan Donal et l'étude TRI-CHF qui est une étude allemande. Quoi qu'il en soit, les recommandations européennes de la Société européenne de cardiologie considèrent les systèmes de réparation percutanée comme une classe 2B chez les patients symptomatiques, inopérables et anatomiquement éligibles. Idéalement sous traitement médical optimal, même si, comme je l'ai entendu hier, et j'aime bien l'expression, traiter par diurétique un patient avec une insuffisance tricuspide, c'est mettre la poussière sous le tapis, bon, même s'ils ont des comorbidités, et en évitant la futilité, c'est-à-dire qu'on considère que ces patients doivent au moins avoir une espérance de vie d'1 an pour être éligibles à ce type de technique. Alors, concernant l'imagerie de la valve tricuspide, et je ne devrais pouvoir faire bouger cette image à gauche, oui. Ben, autrefois, l'échographie était essentiellement transthoracique pour évaluer la tricuspide et on se bornait en quelque sorte à regarder si la valve était responsable d'une fuite primaire ou d'une fuite secondaire. Vous avez ici en haut à gauche une fuite primaire qui est liée à un syndrome carcinoïde. Et puis on mesurait la taille de l'anneau tricuspide et en fonction de la taille de l'anneau, on décidait si lors d'une chirurgie gauche, il fallait oui ou non mettre un anneau tricuspide en place. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu plus complexes et nécessitent la réalisation d'une échographie transésophagienne et je vais utiliser les quelques minutes qui me restent pour vous expliquer ça. Donc, tout d'abord, pourquoi l'échographie transthoracique n'a-t-elle qu'une valeur limitée pour l'évaluation de la tricuspide? Eh bien, pour deux raisons. D'une part, c'est parce qu'il est très difficile de voir tous les feuillets, toutes les commissures dans une seule coupe, et d'autre part, c'est parce qu'il y a toujours un doute quant au feuillet que vous visualisez dans une coupe donnée. Et par exemple, ici à droite, vous voyez une coupe 4 cavités. Si le feuillet représenté ici en jaune est toujours le feuille septal, il y a une incertitude quant à savoir si ce feuillet ici en rouge est un feuillet antérieur ou un feuillet postérieur, même si la présence de la chambre de chasse pour le feuillet antérieur et du sinus coronaire pour le feuillet postérieur sont des indications. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Dans certains cas, certains patients ont la gentillesse de nous dévoiler leur valve tricuspide de manière parfaite par un abord transthoracique, mais c'est loin d'être la règle. Et vous voyez ici un patient chez qui la coupe sous-costale montre parfaitement bien les 3 feuillets et démontre que la fuite se situe tout le long du rebord du feuillet antérieur. Malheureusement, la valve tricuspide est assez difficile à voir aussi en échographie transésophagienne. Elle est positionnée loin de la sonde de l'échographe, plus loin que la valve mitrale. Les feuillets sont plus fins que ceux de la valve mitrale. Et enfin, le plan de l'anneau tricuspide n'est pas perpendiculaire aux ultrasons, donc ce qui nous oblige de nous fier plus à la résolution latérale, dont on sait que par essence, elle est moins bonne que la résolution axiale. Dernière difficulté, l'on sait maintenant que la valve tricuspide, en fait, elle n'est pas toujours tricuspide. Et dans ce très beau travail de Rebecca Hahn, on peut voir qu'elle n'était tricuspide que dans un peu plus de la moitié des cas, étant bicuspide, quadricuspide, pentacuspide, voire même hexacuspide dans les autres cas. Alors, les deux coupes fondamentales pour l'évaluation de la valve tricuspide en transésophagienne sont d'une part la coupe transgastrique petit axe et d'autre part la coupe du ventricule droit inflow-outflow à mi-œsophage. Je vais m'attarder un tout petit instant là-dessus. Donc la coupe petit axe
transgastrique, comme son nom l'indique, est obtenue à 25 à 50 degrés. On essaye de se positionner dans un plan parallèle au sommet des feuillets de la valve mitrale, et il faut qu'avec la coupe biplan, la valve tricuspide soit virtuellement parallèle et verticale. Dans ce plan de coupe transgastrique petit axe, la valve aortique se trouve à 5 heures et le septum se trouve sur le bord droit. Cette coupe nous permet de bien visualiser le mouvement des feuillets, les défauts de coaptation et l'origine du jet qui ici se situe entre le feuillet septal et le feuillet antérieur. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'il s'agit ici d'un type 2 de Rebecca-Hahn, c'est-à-dire c'est une valve en fait à 2 feuillets. On ne voit que 2 feuillets ici sur cette coupe transgastrique. Cette coupe nous permettra aussi de positionner correctement le triclip pendant la procédure en se mettant bien perpendiculaire à la ligne de coaptation des feuillets. Et enfin, lorsque le patient est porteur d'un dispositif électronique ou d'une sonde de pacemaker, on peut voir par exemple dans ce cas-ci que la sonde se trouve dans la commissure entre le feuillet septal et le feuillet postérieur, alors que la fuite se situe entre le feuillet septal et le feuillet antérieur. Et nous avons donc pu positionner un clip correctement chez ce patient. En revanche, chez ce patient-ci, la sonde est tout à fait au milieu de la valve et impacte directement par sa position la fermeture de la valve, comme on peut le voir ici. C'est une coupe transthoracique en fait. Et ici, nous ne pourrons donc pas positionner de triclip. Deuxième coupe, qui est la coupe à mi-œsophage du inflow-outflow du ventricule droit, obtenue habituellement aux environs de 60 degrés. Si vous regardez sur ce schéma ici, on va couper successivement la valve pulmonaire, la valve aortique, la valve tricuspide. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'en ce qui concerne la valve tricuspide, on se trouve le long du rebord entre le feuillet septal et le feuillet antérieur d'une part, le feuillet septal et le feuillet postérieur d'autre part, ce qui fait qu'on l'appelle aussi la coupe intercommissurale, à l'instar de ce qu'on a fait d'ailleurs pour la valve mitrale. Et lorsqu'on prend le plan perpendiculaire, c'est-à-dire que la modalité biplane est absolument impérieuse dans cette situation, si l'on se positionne près de la valve aortique, donc je suis coupe inflow-outflow, valve pulmonaire, valve aortique, valve tricuspide, je positionne mon biplan près de la valve aortique, je vais donc me trouver dans le plan A, ici, en haut à droite, près de la valve aortique. Et nous allons donc couper le feuillet septal et le feuillet antérieur. Dans le plan perpendiculaire, nous avons donc le feuillet septal et le feuillet antérieur. Et si je me positionne avec le biplan plus latéralement, je vais couper le feuillet septal et le feuillet postérieur, feuillet septal, feuillet postérieur. Donc ce sont vraiment les 2 coupes fondamentales pour l'évaluation de la valve tricuspide avant triclip. Alors, cette coupe nous permettra de mieux voir aussi les défauts de coaptation, le mouvement des feuillets, l'origine du jet. Et vous voyez ici, chez ce patient, le clip qui s'approche de l'endroit où le jet est maximal. Et sur l'image de droite, vous voyez que c'est la coupe qui nous sert en général de coupe permettant de voir l'accrochage des clips au feuillet. Et vous avez la procédure ici. Le clip est ouvert à droite et vous allez voir qu'il va se fermer sur la valve tricuspide, réduisant par là la sévérité de la fuite. Alors très brièvement, les autres coupes sont la coupe bicavale qui permettra de voir toutes les structures qui peuvent éventuellement empêcher le positionnement correct du système, un réseau de Chiari, de valve d'Eustache. La coupe tridimensionnelle en face qui est obtenue au départ de la coupe bicavale et on positionnera l'aorte à 5 heures et le septum à droite comme dans l'autre coupe. Elle nous permettra de mieux voir l'origine du jet, feuillet septal, feuillet antérieur ici, et de se positionner avec le clip de manière perpendiculaire. Dernière coupe, la coupe 4 cavités, dans laquelle on va couper essentiellement le feuillet septal et le feuillet antérieur, mais par une rétroflexion de la sonde, on pourra aussi avoir le feuillet septal et le feuillet postérieur. C'est aussi une coupe de visualisation de l'accrochage. Alors, en résumé, le patient idéal a une insuffisance tricuspidienne secondaire avec des feuillets normaux, un défaut de coaptation limité, 3-4 mm, un jet essentiellement central se dirigeant vers la commissure antérieure, si possible pas de dispositif électronique, une fonction VD, une pression pulmonaire normale et surtout une imagerie par échographie transésophagienne qui permet de visualiser l'accrochage du clip. Patient
pas tout à fait idéal, mais chez qui ça peut être considéré. C'est le patient qui a une insuffisance tricuspidienne primaire avec un prolapsus, un défaut de coaptation jusque 7 voire 10 mm, un jet central qui peut se diriger vers la commissure entre le septum et le feuillet postérieur. Il peut avoir une sonde, mais la sonde ne doit pas impacter par sa position le développement de l'insuffisance tricuspide. Il peut avoir une hypertension pulmonaire ou une dysfonction ventriculaire droite, mais on fera toujours un cathé droit chez ces patients pour exclure les hypertensions pulmonaires sévères. À nouveau, il est impérieux d'avoir une fenêtre échographique suffisante. Enfin, les patients chez qui on ne pourra pas faire de triclip, les fuites primaires, les larges défauts de coaptation de plus de 10 mm, les jets qui se dirigent dans la commissure non accessible, postérieure, antérieure, lorsqu'il y a une insuffisance tricuspidienne induite par la sonde de stimulation, lorsque la pression pulmonaire est très élevée et surtout lorsqu'on ne voit pas bien en échographie transésophagienne. Donc en résumé, la fuite tricuspidienne est très prévalente, est associée à un mauvais pronostic. Le système de triclip et les systèmes edge-to-edge repair peuvent être utiles. C'est des procédures difficiles pour diverses raisons, techniques et anatomiques. La procédure est extrêmement dépendante de la sélection du patient. Il faut bien voir, il faudra bien évaluer le patient par les coupes dont je vous ai parlé et il faudra bien discuter avec le heart team parce que c'est quelque chose de très difficile. Je mentionne toutefois, et je le rappelle, nous n'avons aujourd'hui pas encore de preuve définitive de son efficacité au-delà de ce que nous a donné l'étude Triluminate pivotale. Je vous remercie.